Il y a des marques et il y a Rolex. Une entreprise privée détenue par une fondation caritative qui ne publie pas ses comptes, ne fait jamais de soldes et dont les clients attendent parfois des années avant d'avoir le droit d'acheter une montre au prix officiel. En 2024, Rolex représente à elle seule près de 30% du chiffre d'affaires de toute l'industrie horlogère suisse. Rien de tout ça n'est un accident. C'est le résultat de plus de 120 ans de décisions radicales et tout commence avec un jeune entrepreneur qui croyait en un objet que personne ne prenait encore au sérieux, la montre bracelet. Londres, 1905, un jeune Allemand de 24 ans arrive dans la capitale britannique. Hans Wilsdorf est orphelin depuis l'âge de 12 ans et grâce à l'héritage familial, il a été éduqué dans des internats prestigieux où il développe très tôt un sens aigu du commerce et de l'organisation. Après une école de commerce en Bavière, il travaillera pour un exportateur de montres à gousset, à la Chaux-de-Fonds, et cette période lui soufflera l'envie de changer le paysage horloger avec une approche différente. Son obsession, la montre bracelet. À l'époque, l'idée paraît presque ridicule. Les hommes sérieux portent une montre à gousset, la montre au poignet est vue comme un bijou féminin ou une fantaisie, et Wilsdorf voit exactement l'inverse. Il est convaincu que la montre bracelet deviendra l'instrument de mesure du temps, du futur, à condition qu'elle soit précise et fiable. Et il n'a pas eu tort, car quelques mois plus tard, Cartier proposera la Santos, la première montre bracelet de série qui révolutionnera tout le genre. Avec son beau-frère, Alfred Davis, il fonde alors la société Wilsdorf Davis. Installé au 83 Hatton Garden, dans le quartier londonien des joailliers, le modèle est simple. Des mouvements suisses, produits par la maison Egler à Bienne, des boîtiers anglais de qualité et une distribution via les joailliers britanniques. Mais derrière ce modèle commercial se cache une ambition beaucoup plus grande. Rendre la montre bracelet aussi précise qu'un chronomètre de poche. En 1908, Wilsdorf dépose une nouvelle marque. Il cherchait depuis des semaines un nom qui serait court, facile à prononcer et reconnaissable parmi toutes les langues, Rolex. Cette même année, la marque ouvre un bureau en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, au cœur de l'industrie horlogère. Et 2 ans plus tard, en 1910, Rolex obtient une première, une montre bracelet certifiée chronomètre par un organisme officiel suisse. En 1914, l'Observatoire royal de Kew, en Angleterre, lui décerne un certificat de classe A, une distinction jusqu'alors réservée aux chronomètres de la marine. La montre bracelet n'est plus un gadget, elle devient un instrument de précision. En 1915, la Première Guerre mondiale bouleverse l'entreprise. Les droits de douane britanniques sur les produits importés deviennent prohibitifs, notamment pour les marchandises venues d'Allemagne, et Wilsdorf transfère alors le siège en Suisse. D'abord à Bienne, puis en 1919 à Genève, où la société devient officiellement Montre Rolex SA. La même année, Wilsdorf rachète les parts d'Alfred Davis et devient alors l'unique propriétaire de l'entreprise. Rolex est désormais une maison genevoise. Au milieu des années 1920, Wilsdorf s'attaque à un problème majeur de l'horlogerie, l'étanchéité. La poussière, l'humidité et la transpiration sont les ennemis mortels des mouvements mécaniques. Rolex rachète alors un brevet de boîtier étanche développé par 2 ingénieurs suisses, Perregaux et Perret, et le perfectionne. Le résultat est lancé en 1926 sous le nom Oyster, et le principe est simple mais révolutionnaire. Une couronne vissée, un fond vissé, une lunette vissée. Le boîtier est hermétiquement fermé, la montre devient résistante à l'eau, à la poussière et au choc du quotidien. Pour prouver l'efficacité de l'Oyster, Wilsdorf organise une démonstration spectaculaire. En 1927, une nageuse britannique, Mercedes Gleitz, tente de traverser la Manche à la nage. Wilsdorf lui fait alors porter une Rolex Oyster autour du cou pendant la tentative. La nageuse ne termine malheureusement pas la traversée, les conditions météo sont beaucoup trop difficiles, mais la montre, elle, fonctionne parfaitement, après plus de 15 heures dans l'eau glacée de la Manche. Le lendemain, Wilsdorf achète la une du Daily Mail pour raconter l'histoire et les ventes explosent. Dans les mois qui suivent, Rolex expose des Oyster dans les vitrines de joailliers, immergés dans des aquariums. C'est la naissance d'une stratégie marketing qui deviendra la signature de Rolex, la preuve par l'exploit. En 1931, Rolex dépose le brevet du rotor perpétuel. Le principe, un rotor qui tourne librement avec les mouvements du poignet et remonte automatiquement le ressort moteur. Le remontage automatique existait déjà, mais les systèmes précédents étaient complexes, fragiles ou peu efficaces. Le système de Rolex est simple, robuste et compact, et deviendra donc l'architecture de base de la grande majorité des montres automatiques modernes. Dans les années 1940, Wilsdorf lance la marque Tudor après le dépôt du nom en 1926.
L'idée est simple mais brillante. Proposer une alternative plus accessible aux montres Rolex, tout en conservant l'ADN technique de la maison. Rolex garde alors son positionnement premium, mais l'idée d'une montre robuste et accessible sera désormais véhiculée par Tudor. En 1945, Rolex présente un nouveau modèle, la Datejust. C'est la première montre automatique étanche à afficher la date dans un guichet à changement instantané. Elle inaugure aussi le bracelet jubilé, conçu pour célébrer les 40 ans de la marque, et Rolex entre dans une nouvelle ère. Cette montre sera aussi la première à avoir le cyclope, ce petit bout de verre facilitant la lecture du guichet de date. Alors, plusieurs rumeurs et légendes existent sur l'apparition de cette lentille. L'une d'elles mentionne qu'une goutte d'eau serait tombée sur le cadran de la montre de la deuxième femme de Hans, et la révélation serait partie de là. Dans les années 1950 et 1960, Rolex développe une série de montres conçues pour des usages professionnels. La Submariner pour les plongeurs, la GMT Master développée avec la compagnie aérienne Pan Am pour les pilotes de ligne, l'Explorer, inspiré des expéditions himalayennes au début des années 1950, et la Daytona, chronographe dédié au sport automobile. Rolex ne vend pas seulement des montres, elle vend des instruments associés à des exploits humains. Hans Wilsdorf meurt à Genève en 1960. Mais bien avant sa disparition, il a pris une décision qui va cristalliser l'avenir de Rolex. En 1944, il transfère la totalité de ses parts à la fondation Hans Wilsdorf, une structure caritative basée à Genève. La fondation devient alors l'unique propriétaire de Rolex. Rolex ne sera donc jamais cotée en bourse, jamais rachetée et jamais soumise à la pression d'actionnaires externes. La marque peut penser maintenant sur plusieurs générations. En 1969, Seiko lance l'Astron, la première montre à quartz commerciale. Elle est plus précise, moins chère à produire et nécessite beaucoup moins d'entretien. En moins de 10 ans, l'industrie horlogère suisse est dévastée. Le nombre de manufactures chute brutalement. Le nombre de marques traditionnelles sortent des variantes à quartz, de Cartier à Patek Philippe. Et Rolex expérimente avec le quartz, notamment via l'Oyster Quartz. Mais la marque refuse d'abandonner le mécanique. La direction fait un pari audacieux. La précision ne sera plus un argument principal. La montre mécanique deviendra un objet de statut, d'héritage et de permanence. Force est de constater que des années plus tard, ce pari s'avérera juste. Dans les années 1960, la Daytona se vend mal. Certains revendeurs la bradent pour écouler les stocks. Et en 1969, l'acteur Paul Newman reçoit une Daytona, référence 6239, offerte par sa femme, Joanne Woodward. Le cadran est inhabituel, des compteurs contrastés, une typographie art déco. Et pendant des années, personne n'y prête vraiment attention. Puis, dans les années 1980, des collectionneurs italiens remarquent la montre au poignet de Newman. Les demandes explosent, des montres autrefois vendues quelques centaines de dollars deviennent des objets de collection. Et en 2017, la Daytona personnelle de Paul Newman est vendue plus de 17,75 millions de dollars chez Philips. Un record absolu pour une Rolex. Dans les années 1990, Rolex achève sa transformation. La marque n'est plus seulement un synonyme de précision ou de robustesse, elle devient un symbole universel de réussite et de statut, reconnu à Hong Kong comme à Lagos, à Genève comme à Sao Paulo. En 2004, Rolex rachète Hegler, son fournisseur historique de mouvements depuis 1905. La marque contrôle désormais l'intégralité de sa chaîne de production. De la conception à la fabrication, de l'assemblage à la certification, tout est intégré. La rareté comme stratégie, Rolex gère sa production avec une discipline quasi industrielle, une distribution sélective et une production maîtrisée. Pas de vente directe en ligne, la logique est simple, toujours moins d'offres que de demandes. En 2024, Rolex produit plus d'1 million de montres pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 10 milliards de francs suisses. Depuis plus d'un siècle, Rolex applique la même philosophie. Contrôle, rareté, patience. Deux guerres mondiales, une crise industrielle majeure, des transformations profondes du marché du luxe. Et pourtant, la marque est toujours là. Une entreprise privée, détenue par une fondation caritative à Genève, propriétaire de la marque horlogère la plus désirée au monde. Rolex n'est pas seulement une montre, c'est une institution.